pour s'alimenter. Toujours ce groupe de tête, donc parmi lequel on reconnaît des garçons comme Ballerini, comme Sergent. Vous voyez Van Hooijdonk là au centre de votre écran. Vous voyez également Olaf Ludwig, Duclos-Lassalle qui est à gauche ici de l'écran. Et puis on reconnaît Bomans. Bomans toujours là, hein, depuis 1 heure de course environ. Bontempi également, semble-t-il. Van der Poel est toujours là. Talen. Ça fait du beau monde devant, alors que Colotti maintenant là en bas de votre écran au centre, avec Van Hooijdonk à ses côtés et Ballerini qui est avec son maillot jaune d'El Tongo, l'Italien qui nous a fait une sacrée impression lors du Tour des Flandres. Mais il a peut-être tort en cette occasion de répéter les efforts comme il le fait, parce qu'il finit par s'asphyxier lui-même, étant donné qu'il est l'un des plus costauds de la course. Regardez le monde qu'il y a, le public sur Paris-Roubaix, c'est magique. C'est la grande sortie dans le Nord que d'aller voir passer les coureurs de Paris-Roubaix. Ouh là là, que c'est difficile, regardez, cette portion pavée avec de l'herbe, on n'y passe pas très souvent. Dieu merci, il n'a pas plu aujourd'hui, sinon on se demande comment les coureurs pourraient tenir. Et on chasse toujours pour rentrer sur ce groupe de tête. Jean-Paul, quand vous le pourrez, on fera le point donc alors qu'Aguedoren est ici. Savoir, Patrick Cacard, je suis à la sortie de la zone pavée numéro 6 et dans un instant je fais le point. Voilà. Merci, sortie de la zone pavée numéro 6. Eh bien, ça veut dire que nous sommes à 41 km de l'arrivée. Alors, il y a un homme qu'on voit également beaucoup dans ce groupe de tête, alors qu'on suit la Aguedoren qui est une véritable moto entre les deux groupes. C'est Gilbert Duclos-Lassalle. Duclos-Lassalle, on ne peut pas suivre Paris-Roubaix sans parler de lui, car comme lui a demandé Dominique Leglou, entre lui et Paris-Roubaix, c'est une véritable histoire d'amour. Toujours là, toujours amoureux, et ce ne sera pas encore la dernière année, je reviendrai l'année prochaine. Cette année j'espère que ce sera la bonne comme toujours, mais si ce n'est pas la bonne, je reviendrai encore. Et vous allez revenir jusqu'à quel âge comme ça? Je ne sais pas, je n'ai pas défini quand c'est que j'arrêterai. Tant que j'ai envie de faire mon métier et de faire les préparations qu'il faut pour réussir ce métier, je le ferai. Mais comment on fait à votre âge pour continuer à avoir envie d'en chier comme ça, l'entraînement et tout, d'aller jusqu'au bout? C'est ce Paris-Roubaix qui vous motiverait? Vous aimeriez bien l'avoir comme tous les coureurs d'ailleurs? Oui, comme tous les coureurs qui prennent le départ de cette course, on veut tous l'épingler au palmarès. Mais c'est surtout l'envie de faire bien son métier et de bien se préparer pour une course comme Paris-Roubaix. Puis vous êtes passé souvent à un rien, je dirais. Un petit rien, on est passé tout près, mais j'espère que cette année j'ai mis encore tous les atouts de mon côté pour éviter ce petit rien qui m'a invité la victoire. Gilbert Duclos-Lassalle qui était en tête du groupe. C'est étonnant. Tout à l'heure, on avait Colotti, il était en tête du groupe. Et là, enfin, vous leur dites à quelle heure vous voulez passer à l'antenne. C'était étonnant. C'est leur façon de remercier, c'était agréable. On se retrouve avec le groupe de tête. Steve Toujours Boer. Quelle prudence chez Boer. Attention à lui sur les 5 ou 6 derniers kilomètres. C'est un des meilleurs finisseurs de tous les pelotons qu'on a vus. Et lui, le gendre, Adrie Van der Poel de dos. Bien souvent deuxième comme son beau-père Poulidor, notamment au championnat du monde de cyclocross. Steve Boer donc bien placé. À ses côtés ici, on retrouve Verhoeven, Nico Verhoeven de l'équipe PDM. Jean-Paul, un point. Oui, eh bien écoutez, vous avez vu passer tout à l'heure Aguedoren, eh bien Fignon est pointé à moins de 30 secondes et effectue un travail absolument remarquable, en compagnie notamment de Danens, de Vermote et de Redan, pour revenir donc dans le groupe de tête. Ensuite, nous avions immédiatement derrière Plancart et Naidam, mais Plancart et Naidam s'étaient pratiquement relevés et attendaient donc les poursuivants. Et voilà, oui, voilà la situation. L'info que nous disions tout à l'heure était bonne, donc c'était bien derrière Fignon que se trouvait Plancart. Fignon que l'on retrouve à l'écran ici, avec dans sa roue Rudy Danens, Vermote, Michel Vermote le Belge, et Redan. Fignon qui fait un très gros travail pour boucher le trou sur Aguedoren qui est devant. L'intérêt sera de savoir bientôt, Jean-Paul, quand vous le pourrez, dans ces conditions difficiles, on comprend bien, de connaître l'écart qui subsiste entre le groupe qu'on va appeler Ballerini avec Ludwig, Van Pers, Bontempi, Duclos, Bauer et les autres, et Laurent Fignon donc, qui ne laisse à personne le soin de mener ici, à moins que Régis Forissier puisse nous proposer un écart avec 18 secondes, nous dit-on seulement, d'écart entre ce groupe de tête et Laurent Fignon qu'on va peut-être apercevoir donc sur un plan large d'hélicoptère. Patrick, Oui, Jean-Paul. 12 secondes exactement, 12. Ça veut dire que Laurent Fignon va rentrer avec Ça y est. Rudy Danens. Il va rentrer sur le groupe de tête qui coupe un peu son allure ici, dans ce virage à droite, et qu'on va se retrouver avec du très beau monde en tête.
Ils seront 25 environ et c'est parmi eux qu'on trouvera le vainqueur de ce Paris-Roubaix. Alors qu'il y a là une attaque en tête des échappés. Un homme suivi de 2 autres qui contrent. Et Bouman, c'est une nouvelle fois qui se charge de la poursuite. Joli retour spectaculaire en tout cas de Danens, le champion du monde qui jusqu'ici n'avait pas fait grand chose cette saison. C'est vrai que Danens était même très inquiet, il avait perdu le moral, alors qu'on voit là que Fignon en effet va rentrer sans trop de problèmes sur ce groupe sans doute. Eh bien Danens lui se trouvait maudit et il était au fond du trou comme on dit moralement, mais il est en train de se refaire une santé et ce Paris-Roubaix pour lui était capital. Il voulait prouver qu'il était digne de ce maillot de champion du monde. Et ma foi, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors qu'on reconnaît ici De Klerk qui avait été un peu lâché tout à l'heure. Jean-Marie Van Perse est là également. Avec Alan Paper, victime d'une crevaison tout à l'heure, mais qui semble être bien rentré. Colotti est là. Et on retrouve Carlo Bomans, attention à lui également, très beau finisseur. Patrick Sen. Oui Jean-Paul, je vous écoute. La jonction est en train de s'effectuer sous vos yeux. Et cette jonction, on la doit essentiellement et uniquement à Laurent Fignon, qui est ici devant Vermotte. Il y a également Daniel Terredan et un autre coureur de la formation PDM. Et donc la jonction s'effectue maintenant et donc c'est grâce à Laurent Fignon. On a vu ça en image en effet, Laurent Fignon ici qui est encore en tête de ce groupe. Il n'aura pas laissé le soin à Danens, à Vermotte, à Rodan de mener. C'est Laurent Fignon tout seul qui va provoquer la jonction. Et quand on connaît Laurent et sa science de la course, Robert, ça veut dire qu'il est très 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 fort. Oui, et pourtant son retour, il ne le doit pas aux hommes de Muséeux, Declercq et Rodan, qui sont chargés maintenant d'attaquer sans arrêt pour harceler les véritables sprinters qui peuvent battre Muséeux au sprint. Thierry Blanco, des nouvelles de l'arrière. Oui, Patrick, pour vous signaler que Eddie Plancart en compagnie de Yel Nedam se trouve à 30 secondes de ce groupe de tête où la jonction vient de s'effectuer et suivent à 47 secondes donc du peloton de tête le groupe Lemon. Intéressant de savoir que Lemon n'est pas si loin non plus. Regroupement donc en tête, c'est le moment de contrer Robert, on devrait assister à des attaques. On se regarde là mais ça devrait fuser. Il faut déjà regarder de l'autre côté de la route où sont ses équipiers pour les sprinters. Alors les Panasonic sont dangereux à ce jeu-là et je le répète, les hommes de l'auto dont le sprinter est Muséeux. Jean-Paul. Oui, eh bien écoutez, nous annoncions cette jonction. En effet, Laurent Fignon n'avait plus que 10 mètres de retard. Laurent Fignon et son groupe. Mais il semble qu'ils aient beaucoup plus de difficultés et qu'à rejoindre donc la tête. Mais il y a un ralentissement donc à l'avant, ce qui va être quand même chose faite dans quelques instants. Et Laurent Fignon a cédé le relais donc à Daniel Vermotte, pardon. Au moment où vous parliez de ce ralentissement, Jean-Paul, il y avait une coup de cassure en effet. Et deux coureurs ont profité de cette cassure pour accélérer. Mais Laurent Fignon là est à, je sais pas, 10 mètres. Il est rentré Laurent là, c'est fini. Avec Michel Vermotte dans sa roue là. C'est fait. Laurent Fignon est rentré. Voilà. Il reste 3 mètres. On va quand même pas. Regardez, il est rentré là, c'est fait. Oui, parce qu'il a repris le relais. Et là, plus le groupe va se rejoindre. Voilà, c'est fait. Alors donc un groupe de tête avec du beau monde. On va faire le point tout à l'heure sur l'identité exacte de tous ces garçons, alors que Laurent Fignon est en train de boucher le trou. Mais avant d'arriver dans le final de ce Paris-Roubaix et les 30 derniers kilomètres qui vont être vécus sur un rythme haletant, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter Laurent Fignon, car on l'a interrogé également. Et histoire de lui demander justement, Fignon qui n'était pas dans une très très grande forme ces derniers jours, le voici Laurent. Alors Laurent Fignon, n'était-il pas en train de nous préparer une petite surprise ? Non, je sais pas, non. Qu'est-ce que vous voyez qu'il va être une surprise? Que je gagne, ça serait une surprise pour vous? Ah bon? Ah, une bonne surprise. Bah, j'aimerais bien, oui. J'ai tout fait pour, mais les impondérables de la course, on les connaît et il faudra faire avec, une fois de plus. Est-ce que vos ennuis du début là, de saison ne vous ont pas un petit peu perturbé mentalement, psychologiquement? Mais j'ai pas eu d'ennui cette saison. Simplement, je crois qu'il faut prendre en considération que l'année dernière, j'ai eu 3 mois de saison en moins. Donc autant de courses en moins, des kilomètres en moins, et ça se rattrape pas comme ça. J'ai pas eu de problème cette année encore. J'ai pas été malade, je n'ai rien eu du tout. Simplement, j'ai accumulé beaucoup plus d'efforts, peut-être un peu que les autres années, et ça s'est payé un petit moment, à un moment de l'international. Mais il n'y a rien de grave, la forme revient, et peut-être un peu tard, mais bon, elle revient. C'est le principal. Elle revient, ça veut dire que vous pouvez finalement être au top demain. Je peux être au top, je peux être un peu moins bien, je peux être mauvais. On peut être tout ça un jour sur une course d'un jour. Je ne sais pas vraiment. Ce sera l'incertitude. Vous l'aimez ce Paris-Roubaix? Bien sûr, sinon je ne serais pas là. Il aime le Paris-Roubaix, tous les coureurs l'aiment. Et c'est vrai qu'ils n'osent pas se mouiller les coureurs quand on les interroge sur Paris-Roubaix, comme l'a fait la Dominique Leglou. Parce qu'on se dit toujours qu'il peut arriver tellement de choses qu'on n'ose pas trop se faire des illusions.
avec un champion du monde qui était un peu rondouillard, semble-t-il. Oui, Danens, il a encore quelques kilos à perdre. Ça ne nous surprend pas de savoir qu'il n'occupait pas les bonnes places dans les derniers résultats. N'empêche qu'il est là dans les 25 qui occupent les premières places de Paris-Roubaix. Ils sont 25 dans le groupe de tête, contrôlés par les hommes de Lotto et de Panasonic. Impressionnante d'ailleurs la formation Panasonic. Ce Danens qui porte le maillot de champion du monde, ne l'oubliez pas, en fait partie. Ils ont peut-être perdu momentanément Plancart. Il reste Ludwig, Sergent et Van Persie. Exactement, très forte représentation, alors que Laurent Fignon, lui, est peut-être un peu isolé. Alors qu'on a reconnu Jalabert également dans ce groupe tout à l'heure. Il ne faudrait pas l'oublier, Jalabert. C'est vraiment la grande révélation de ce début de saison, avec l'éternel Gilbert Duclos-Lassalle. Vous voyez que les Français sont pas si mal que ça. Colotti, Duclos, Jalabert, Fignon. Une belle représentation, mais on vous proposera en détail la composition de ce groupe dans quelques instants. Je vous l'ai dit, les Lotto vont attaquer ou contre-attaquer. Là, ils sont à la poursuite de Tom Cordes de PDM. Cordes qu'on voit pour la première fois à l'attaque d'ailleurs. Oui, le néerlandais. Alors on est en train de pointer l'identité de chacun de ces coureurs. Ballerini ici. Un ton en dessous par rapport à tout à l'heure, Ballerini. Et il a peut-être compris qu'il valait mieux être sage pour l'instant. Nous sommes à environ 32 km de l'arrivée. Gilbert Duclos-Lassalle bien placé. Avec une accélération de Michel Vermotte ici. Toujours aussi généreux, Michel, qui vient contrer une attaque. On va vivre un final fantastique. Alors qu'on va attaquer tout à l'heure la zone de pavé numéro 5. Avec une zone très nerveuse. 1 km 500 seulement, si je puis dire, mais très difficile. Ce vent, tout le monde en aura pris. Il n'y a pas moyen de se mettre à l'abri. On a vu Fignon tout à l'heure dans le peloton regroupé tenter de passer sur la gauche et puis y renoncer parce que c'était bouché. Il s'est remis en dernière position et s'est ravitaillé. Il y a du beau monde dans ce groupe. On est en train d'en dresser la liste. Jalabert, vous l'avez vu, avec son dossard 35 et son maillot Toshiba. Il y a là Verhoeven, Nico Verhoeven, attention à lui également. À l'explication là, ça ne peut pas arriver comme ça jusqu'à Roubaix. Il va y avoir des attaques. Ça n'arrivera pas comme ça. Oh non. Là c'est le dernier round d'observation, mais quelle observation. Et là ça devrait se décanter dans les prochains hectomètres. Les Panasonic essaient de provoquer le retour de Plancart en freinant le peloton, ce qui permettrait à Plancart de combler les 30 secondes signalées tout à l'heure par Jean-Paul. Un Plancart qui n'aura pas eu beaucoup de chance alors qu'il avait été l'attaquant. C'est lui qui a dû descendre aussitôt sur crevaison. Vanoy donc sur la gauche, sa façon de courir à lui, avec un pantalon trop court ou un bermuda trop long, comme on voudra. En tout cas, c'est sa tenue personnelle. Alors on remarque que dans ce groupe, on va quand même faire un petit tour d'horizon. On a vu Van Persie ici avec son dossard numéro 8. Devant lui, c'est Ballerini, l'italien, dont nous faisons un de nos favoris. Il y a Jalabert avec son dossard 35. Il y a Danens et Fignon, vous les avez vus. Il y a Vermotte, il y a Rodan, il y a Cordes, il y a Colotti, Ludwig, Verhoeven, Van der Poel, Van Hooydonk, Van Persie. Dites-moi, il n'en manque pas beaucoup. Hein. Non, mais il y a beaucoup de vent. Hein. Et regardez-moi ce maillot de champion du monde. Danens, pour la première fois en tête depuis des semaines. Avec le très beau style et le bermuda trop long, comme vous disiez, du dossard 21 là, en haut de votre écran. Van Hooydonk, vainqueur du Tour des Flandres. Bauer est là, ne l'oublions surtout pas, Steve Bauer. Jalabert. Laurent Jalabert, très facile. Hein. Avec Laurent Fignon, tiens les deux Laurent. Jalabert, Fignon, Duclos, Colotti. Ça fait plaisir de voir des Français comme ça. Surtout ceux qu'on espérait. Il y a tellement de déceptions parfois enregistrées dans tous les sports, mais dans le cyclisme en particulier, que les prévisions sont fragiles. Tandis que là, c'est 4 hommes que l'on attendait, ils sont là. Jean-Paul, des nouvelles? Oui, il y a exactement 1 minute et 5 secondes d'écart entre le groupe de tête et le groupe de poursuivants. Ah oui, ils sont trop nombreux, Robert, là. Ils sont trop nombreux. Ouais. Il va falloir qu'il y ait une cassure pour assurer le succès de cette échappée. Voilà celle-ci, par exemple. Parce que là, il convient d'être vigilant. Il ne faut surtout pas se laisser coincer. Parce que s'il reste aussi nombreux devant, ça va rentrer. Et ce maillot, il est beau ce maillot, non? Bien sûr, on chante la Marseillaise quand on le voit habituellement. Louviot, le champion de France, pour nous faire pardonner de ne pas l'avoir cité parmi les Français. Regardez comme c'est beau, un maillot de champion de France en tête de Paris-Roubaix.
Fignon, Jalabert, Colotti, Duclos, Louviot. Les Français sont là dans ce groupe de tête. Dans une des longues portions en bitume, une des dernières, je vous rassure. Eh bien, ça a l'air pas mal se passer pour Louviot. Ouais, mais on se sent vite bien seul. Il a un tel courage, tel hargne. C'est également un très bon finisseur. Louviot est derrière sa coupe. Regardez, les PDM bien placés. Deux coureurs de PDM, Les Jacobs motos. et Talen. Ah, c'est Alors là, pas une si ça sinécure rentre, d'être un équipier de sprinter pour je l'instant. crois que c'est Hendrik Rodan. Mais je ne parierai pas tout ce que j'ai sur moi. Ça peut être Rodan. Rodan ou Declerc, ça ne peut être que l'un ou l'autre. Comme ça n'est pas Ah, Musso, il me semble que qui c'est se Rodan. chargerait de cette tâche. Allez, je dis Rodan. Il bien se tromper. C'est bon, vas-y, on part. Eh ben, ouf. Rodan. Gagné au loto. Rodan de J'ai acheté un l'auto. billet aujourd'hui. Rodan de l'auto qui va revenir sur le champion de France, Louviot. Ça ferait 2 hommes en tête, ce serait déjà bien pour Louviot. oui. En tout cas, dans ces cas-là, c'est bien joué. Bon, ça paraît très simple d'expliquer la tactique de course comme ça, mais lorsqu'on attaque devant, qu'on se porte tout seul en tête, ce n'est pas pour à 30 km de l'arrivée se dire je vais faire 30 km tout seul. Mais c'est pour espérer justement une cassure à l'arrière, que ça rentre et qu'il se retrouve avec 3-4 hommes pour profiter d'un bon coup. Et C'est il faut toujours d'ailleurs bon être sacrément moralement. costaud. Hein. Toujours bon moralement de savoir qu'on a imposé sa course, ne serait-ce qu'un instant. Attention à Fignon. Il est marqué impitoyablement, Fignon. Il y a de quoi, Steve Bauer, il a compris. Hein. Steve Bauer, Van Der Poel. Encore une fois, il bouge là. Et Van Der Poel a repéré Fignon, s'écarte, mais Van Der Poel ne prend pas le relais. Et oui, Bauer coupe son est effort. rentré. Et les Panasonic arrivent à leur tour. Fignon a coupé son Ils vont pas effort, être il a très bien contents. fait. Il a vu qu'il avait sur son porte-bagages Bauer et Van Der Poel. Van Der Poel qui refusait de faire l'effort. Donc Laurent Fignon a dit il n'y a pas de raison particulière que je vous ramène sur Louviot et Rodan. Messieurs, si vous voulez rentrer, à vous de faire l'effort. D'où ce petit moment de flottement avec Bauer qui hésite à donner la totalité de ce qu'il a. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprendra pas pourquoi d'ailleurs Van Der Poel n'a pas pris le relais de Fignon. Il ne risquait rien de prendre un relais. Dites-moi, Rodan ne serait pas parti seul là avec Louviot derrière lui. Est-ce qu'il n'aurait pas laissé Louviot sur place? Parce que je ne vois plus que Rodan. Jean-Paul. Oui, eh bien, je voulais vous signaler que Louviot possède 25 secondes d'avance Ah. sur le deuxième groupe. 25 Intéressant. secondes. Donc il est intercalé avec 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe. Je viens de faire un pointage et je repars sur l'avant. Sur le deuxième groupe, quel deuxième groupe? Ben, vous savez que Louviot est intercalé entre les deux. Ah bah Louviot on l'a vu partir, nous on Oui, pensait vous qu'il l'avez était vu devant. partir, mais du deuxième groupe. Ah, merci de nous le souligner. Voilà. Alors incrustez-nous bien moto 1, moto 2, car là il y a eu confusion. Oui, oui. Et Louviot était donc du deuxième groupe, donc très Tout à bien. fait. Alors Louviot, c'est plus clair. Louviot s'intercale donc entre le premier groupe et le deuxième groupe. Et il y a un homme seul en tête, c'était bien Rodan, et Rodan lui était dans le groupe numéro 1. Alors mettez-nous bien moto 1 ou moto 2, parce qu'autrement il peut y avoir des confusions. Donc là c'est la moto 1, on est d'accord, avec Rodan qui est seul en tête devant un groupe composé de Fignon, Danens, Colotti, Ludwig, Jalabert et autres. Et de ce groupe, eh bien, il y a des coureurs qui sont sortis également. Et on reconnaît là De Klerk, Peter De Klerk. Contrôle impitoyable de la part des lotos. Les Panasonic sont un peu submergés pour l'instant, hésitant à accélérer l'allure du peloton qui empêcherait définitivement le retour de Plancart. Mais il leur manquerait des sprinters purs, à part Danens qui va assez vite. Mais je ne pense pas que les autres pourraient battre les Ballarini et autres grands sprinters qui appartiennent à ce peloton, dont Museeuw. Marc surtout. Madio. Marc Madio est là. Madio est là, donc en contre-attaque visiblement. Derrière le groupe de tête, sans doute. Il y a un petit peu de panique partout là. Marc Madio. Alors que le car refuse obstinément de me dire où on se trouve. Régis Forissier, soyez gentil, dites-moi, on est où là? Parce que là, on n'a aucune manière de le savoir. Nous sommes derrière le groupe de Fignon, semble-t-il. Patrick, Non, visiblement, ils sont devant. Jean-Paul, oui, vous me recevez là? on vous reçoit très bien. Bon, alors, Madio, je vous confirme, est dans le groupe de tête.
Vous avez donné formidable. le nom, je pensais que vous l'aviez donné, Madio. Formidable. Il se trouve là donc, et vous avez derrière, à une quarantaine de secondes, intercalé Louvio et le deuxième peloton. Et il est fort le bougre, Madio. Alors Madio donc actuellement en deuxième position de la course. Voilà. Eh ben c'est très clair tout ça. Alors Jean-Paul, n'hésitez pas à nous dire ce qui se passe. Nous avons pour l'instant donc ce groupe intercalé avec donc une poignée de secondes alors qu'on a frôlé la chute là de retard. Ces gens-là reviennent sur l'homme de tête que l'on découvre ici. Louvio donc a grande pédalé, croyez-moi, il a effectué un travail remarquable en solitaire, tente de revenir sur cet homme de tête et derrière lui se trouve encore à une trentaine de secondes le deuxième peloton, enfin le groupe de poursuivants. Alors Jean-Paul, si vous pouvez, vous passez tout et vous nous racontez. Parce que là, il y a un petit moment de flottement, on comprend bien dans les pavés, c'est normal. Mais a priori, donc, un homme en tête, on l'a vu tout à l'heure, 3 hommes derrière, les voici. Ça, c'est 2, 3 et 4, avec actuellement Marc Madio en 3e position de la course. Mais alors vous avez donc ce peloton de tête, mais moi j'ai quitté, je suis derrière les hommes de tête, derrière le groupe Danel, donc le groupe champion du monde, et je ne sais pas exactement ce qui se passe tout à l'avant. Ne vous inquiétez pas, on a là une vision d'hélico qui nous a permis de comprendre. Donc, Power, lui, est lancé. Derrière le groupe Danel, il y a Louvio et il y a le peloton. Alors que nous quittons maintenant la zone pavée numéro 5. On quitte la zone pavée numéro 5, donc nous sommes exactement, on cherche le petit papier, les voici, à 28 km de l'arrivée. Et nous avons un homme en tête et 3 hommes intercalés derrière, dont Marc Madio, on vient d'en parler, et puis 2 autres coureurs qu'on va découvrir maintenant, lorsque on va pouvoir les reconnaître. Alors c'est pas facile là, il y a un petit moment de flottement. On va essayer de s'y retrouver. Mais a priori, en plus avec les décrochages, voilà les 3 hommes là en hélico, on les voit très bien, c'est le groupe Madio. À l'avant, tout au bout de la ligne droite là-bas, il y a donc un homme seul. Rodan. Ensuite, voilà, le voici, Rodan bien entendu. Derrière Rodan, on retrouve 3 hommes dont Marc Madio. Ensuite, un groupe qu'on appellera le groupe Fignon. Puis derrière, en chasse, on retrouve Louvio. Ça doit être à peu près ça. Les 3 donc en poursuite derrière Rodan. Parfaite course d'équipe de la part des Lotto, toujours au profit de Muséeux en réserve. Rodan en tête, Declercq ici, dans un sillage qu'il n'a pas envie de quitter, mais Rodan commence à trouver le temps long. Rodan seul en tête qui attend du renfort sans doute, hein. On espère qu'il va en avoir, notamment avec Marc Madio. Madio superbe 6e du Tour des Flandres la semaine passée. Et Rodan qui compte donc 12 secondes d'avance sur le petit groupe Madio. Et ce qui nous a troublé tout à l'heure, c'est de découvrir ainsi Madio, alors qu'on ne l'avait pas vu dans le groupe de tête. Visiblement, Danen était en train de rentrer sur Madio. Voilà, c'est exact. On va se retrouver donc avec Danens qui est venu en renfort avec Marc Madio. Il y a là plusieurs hommes qui sont entrés, dont Wilfried Peters. Il y a toujours un Peters ou un Peters en fin de course. Et il y a une avance qui est pas mal pour Rodan. Ils sont 5. Dans un PDM qui n'est... Oui, c'est pas le maillot de champion du monde. Ça, Ballerini. Ballerini qui nous a impressionné pendant le Tour de Flandre et dont on pensait qu'il allait être le vainqueur. Il s'est fait piéger par le fabuleux démarrage de Van Hooydonk que nous montrions dans Stade 2 la semaine passée. C'est fou comme les écarts se creusent parfois avec une rapidité. Tout à coup, ce peloton paraît à pied. Fignon encore en effort tout seul. Laurent Fignon qui se fait piéger là par le démarrage et qui rentre tout seul. Il ne veut emmener personne avec lui. Donc il a attendu de se retrouver seul, de placer un démarrage pour lâcher ses poursuivants. Et maintenant il produit son effort. C'est pas un peu trop généreux ça comme tactique de course, Robert? Ça, c'est la qualité essentielle de Fignon en fin de course. Il est irrésistible lorsqu'il est parti, à condition bien sûr qu'il soit en grande condition. Et apparemment, c'est le cas. Il semble douter un peu parce que le vent est défavorable. Il s'est retourné. Mais à 200 mètres devant lui, c'est la terre promise, comme disent certains.
Jean-Paul Olivier, vous n'êtes pas avec la tête? À voie de 1, Hendrik Redon, seul en tête, donc possède 25 secondes d'avance sur le petit groupe Madio et 55 secondes sur Laurent Fignon qui a tenté de partir tout seul et qui est encore tout seul en tête avec environ 200 mètres d'avance sur le groupe Jalabert, Bauer et Danen. Merci de nous donner la composition des groupes, si vous le pouvez, Jean-Paul, si vous pouvez rattraper. Derrière Rodan, il y a Madio, il y a Declercq. On devrait avoir, avec une moto ou avec vous, Jean-Paul, la composition exacte de ce groupe. Tandis que Laurent Fignon, lui, est intercalé à 50 secondes. On va prendre la composition. Voilà l'homme de tête, donc Rodan. On va faire une mise au point très claire, parce que là, il y a eu un petit moment de flottement avec des coureurs qui ont débouché comme Marc Madio, c'est vrai, dont on n'avait pas remarqué la présence dans le groupe de tête, et qui est sorti, puisqu'il y avait Jalabert, Colotti, Fignon, Duclos, Louviot, mais également Marc Madio. Madio qu'on a vu déboucher de ce groupe avec Declercq notamment. Alors la position, c'est Rodan seul en tête. Derrière, à une toute petite poignée de secondes, on va découvrir un groupe, donc le voici, où il y a 5 hommes pour l'instant. Il n'y a donc pas Rudy Danens, mais il y a 5 hommes, dont ici Declercq dont on vous parlait tout à l'heure. Il y a également un PDM qui n'est autre que Talen, John Talen. Il y a Madio, on l'a vu, il y a Ballerini. Et il ne nous en manque qu'un pour l'instant. Donc Ballerini, Madio, Declercq, Rodan, crevaison en avant. Voilà, il roulait sur l'herbe, il jouait sur l'herbe. Je n'ai pas voulu vous couper, il jouait sur l'herbe avec les risques que cela comporte. Un petit gravier était là, qui met fin à la tentative de Rodan parce que son directeur sportif n'est pas immédiatement derrière lui. Et Rodan va voir passer ses 5 poursuivants et leur souhaiter bonne chance. Declercq qui ferme toujours la marche de ce groupe des 5. Regardez Rodan sur la gauche de la route, on le voit là-bas. Il est dépanné par le dépannage spécial Mavic, le voici. Rodan va pouvoir partir, ça va, il va bien s'en sortir. S'il arrive à partir comme ça, alors ça c'est un bel épisode de course qu'on vient de voir, avec maintenant 6 hommes en tête donc. Rodan qui va rentrer sur ce groupe. On le souhaite en tout cas pour lui, ce serait trop injuste. Le voici Rodan, c'est dur de se relancer. Il a trop grand là, mais il parvient tout de même à se refaire une allure, c'est fait. Rodan maintenant, il faut qu'il rentre avec l'aide des voitures, peut-être. Oh là là, le virage, il est reparti de l'autre côté. Et toujours donc les 5 hommes devant lui. On devrait se retrouver avec 6 hommes en tête, alors qu'on a vécu en direct ce petit drame de Rodan là, qui était seul en tête, confortablement installé, et qui doit maintenant faire un effort pour rentrer sur les hommes de tête. Les hommes de tête qui sont désormais Madio, Declercq, Talen, Ballerini et Rodan, donc intercalés à quelques dizaines de mètres, quelques mètres même, et qui là va rentrer. Vous voyez notre caméra qui va vous proposer donc le retour de Rodan. Il nous manque toujours l'identité d'un coureur devant, donc quand la moto pourra s'approcher, on essaiera, ou Jean-Paul peut-être, de savoir qui est le 6e larron. Patrick, Oui. vous m'appeliez là? Alors là, je vous demandais si vous pouviez me trouver le nom du 6e larron. Il y avait Vermotte tout à l'heure, mais Vous avez noté choses ont changé. Peters? Ah bah c'est Peters. Ouais, d'accord. Alors là, je suis derrière le groupe donc Danen qui comporte Van der Poel, Jalabert, Van Hooydonk, Bontempi, Verhoeven, Colotti, Duclos, Bauer, Anfro et Sergent. Et donc il nous est très très difficile. Bien sûr. Et Fignon est toujours intercalé. Pardon? Fignon est toujours intercalé. Fignon vient d'être rejoint. À 20 km de l'arrivée, donc Fignon rejoint par le groupe Sergent, Bauer, Duclos, Verhoeven, Van der Poel, Danens et compagnie. Et devant, on se retrouve donc avec un groupe de 6, puisque Rodan, le malchanceux, qui vient d'être victime d'une crevaison, va rentrer à 20 km de l'arrivée sur Madio, Declercq, Talen, Ballerini et Peters. Les Français sont toujours représentés à l'avant. C'est bien, c'est assez rare dans Paris-Roubaix pour le signaler. Très bonne course des Français. Et là, après cette partie de bitume, on va tourner à gauche pour rentrer dans le secteur pavé numéro 3. Avec pour la première fois, nous l'avions noté tout à l'heure, Robert, le vent de 3 quarts arrière pour les coureurs sur ce pavé numéro 3. Avec quelqu'un qui est venu en chasser. Bon, le bas de combat chez les Panasonic qui ne sont plus représentés maintenant en tête. Les Panasonic donc qui contre ici. C'est peut-être Ludwig ou Marc Sergent.
Sergent a beaucoup donné déjà tout à l'heure. Il fallait le temps de récupérer, je ne sais pas. Power, Steve Power avec Vermotte dans sa roue qui chasse derrière et qui tente de placer un contre pour revenir sur les hommes de tête. Redon, Madio, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. Oui. Sergent a attaqué en tête du groupe Danen. Sergent suivi de Bontempi. Vous allez dans un instant les avoir à l'image. Car j'aperçois Guy Testarossa qui se trouve devant eux. Sergent, c'est lui que nous avions vu en effet. Le voici. Sergent, c'est bien lui, Marc Sergent, qui est donc lancé à la poursuite des hommes de tête. On va rentrer donc dans le secteur pavé. Alors je vous parlais donc d'un vent de 3 quarts arrière. Voici avec cette fumée, c'est quand même terrible. Mais ensuite, au bout de cette ligne droite, là-bas, il y a un virage à droite. Et là, c'est le vent de face avec une très longue portion qui va être très très éprouvante. Elle était complètement effrayante, cette portion-là. Oui. Interminable. Thierry Blanco, on vous écoute. Oui, je viens d'entrer, de passer sous le panneau des 20 km avec le dernier groupe dans lequel on compte notamment Eddy Plancard, Frédéric Moncassin et Charlie Motet en compte. Dernier groupe donc qui n'est pas si loin que ça tout de même. Bon, le dernier groupe qui maintenant n'aura sans aucun doute aucune prétention pour la victoire puisqu'ils doivent compter pas loin de 2 minutes de retard sur les hommes de tête. Merci pour ces précisions Thierry, n'hésitez pas à intervenir. Donc virage à droite là au bout de cette ligne droite. Voilà, ça va se passer là. Et là on va se retrouver avec vent de face avec une interminable ligne droite. Et celle-là vraiment, alors que nous retrouvons ici Sergent, Marc Sergent qui est intercalé pour rentrer sur Redon, Madio, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. Très beau coureur, Marc Sergent. Il est temps qu'il gagne une classique, lui qui a été champion de Belgique alors qu'il était très jeune et considéré comme l'espoir numéro 1 en Belgique. Ah, c'est difficile là pour le malchanceux. Victime d'une crevaison tout à l'heure. Il y en a un dont on parle peu, c'est Talen qui fait un travail très efficace. Ne perd jamais plus de 3 longueurs. S'arrange avant un virage pour le couper à la corde et surprendre ainsi ses adversaires alors qu'il ne donne même pas le moindre coup de frein. Toute sa puissance s'exprime parfaitement en cet endroit. Le malheureux Redon toujours là qui ferme la marche du groupe des 6. On vous écoute Thierry. Oui, juste pour vous donner une petite précision tout de même, que dans ce dernier groupe dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien on compte aussi Greg LeMond. Greg LeMond, exactement. Alors maintenant, sont dans la course. Eh bien, dans ce groupe des 6, permettez-moi d'accorder une petite faveur de pronostic à Ballerini qui nous a vraiment impressionné. Il est en tête d'ailleurs là avec son maillot Del Tongo. Et puis à Marc Madio, les deux hommes donc très en vue dans le Tour des Flandres. Mais attention à Ballerini, il est taillé exactement pour les pavés. Et hier, lors de la présentation de Paris-Roubaix, nous l'avons rencontré. Et il était très décontracté, ses camarades avaient la tenue Del Tongo, lui il était en civil. Et avec un grand sourire, il nous a dit que ce pourrait bien être son jour aujourd'hui. Lui qui avait terminé en boulet de canon la saison passée, vexé de n'avoir pas été choisi pour jouer ses chances dans le championnat du monde du Tsunomiya au Japon. Puisque le coach de l'équipe italienne avait préféré faire rentrer Bugno qui ne termina que 3e. Et vexé, Ballerini s'est empressé de gagner derrière, notamment le Grand Prix des Amériques. Alors, chrono en main, dans moins de 28 minutes maintenant, les coureurs se présenteront au stade Vélodrome, ou un sprint à 6, ce qui m'étonnerait, ou une arrivée solitaire qui pourrait bien être signée Marc Madio. Marc Madio qui doit surveiller Ballerini, pas faire trop d'efforts pour l'instant, et partir dans les 10 minutes qui viennent, car on le sait, il l'a prouvé déjà ici, en gagnant un Paris-Roubaix de cette façon. Marc peut résister à n'importe quel finisseur derrière lui, s'il a seulement pour sa part 200 mètres d'avance. On ne lui prend plus rien. Vous voyez l'écart qui subsiste maintenant entre Marc Sergent. C'est quelques secondes seulement puisque le groupe des 6 vient de passer sous la banderole indiquant la fin du 3e secteur pavé. Et le 2e très sinueux dans la forêt va être assez impressionnant. Il y aura une bande de roulement sur la gauche au départ, mais ensuite, eh bien, ce sera l'enfer, on peut le dire, avec des pavés très très coupants. 17 km encore à couvrir. C'est la fin donc de cette zone numéro 3 pour le groupe des poursuivants également, dans lequel Laurent Fignon s'est fait une raison pour l'instant. Il est en queue de ce peloton, à côté de l'ancien vainqueur Van Persie. Et Laurent se dit, bien maintenant, si ce groupe-là veut rentrer sur les 6 hommes de tête, c'est peut-être à eux de faire le travail. Je ne vais pas me flinguer, comme on dit, tout seul, à prendre du vent. C'est un coup de poker que fait Laurent Fignon maintenant. Oui, mais il est obligé à l'action individuelle quand même parce qu'il est seul. Sergent à 23 secondes. Il était de la palisse, mais bon. Regardez Sergent qui est tout seul. Ah, il va le payer ça, Sergent, de toute façon, même s'il rentre sur les 6. Quel effort face au vent comme ça.
points sur la course. Ils sont 6 en tête. Redon. Malheureux tout à l'heure, il était seul en tête, il a été victime d'une crevaison, il est parvenu à rentrer tout de même. Madio, le français, très en vue dans le Tour des Flandres la semaine passée. De Klerk, Talen, attention à lui. Ballerini, l'italien, et son maillot del Tongo, maillot jaune, que vous verrez sans cesse, il est là en 4e position. Et puis Peters, que des hommes très rapides dans les derniers kilomètres. Tous sont capables de gicler, comme on dit, et de terminer seuls sur les vélodromes. Oh là 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 là. Là, la tête, on a l'impression, et les coureurs vous le diront tous, en cette fin de parcours sur des pavés pareils, qu'on a un pois chiche à la place du cerveau et ça fait drôlin en passant sur les pavés. Il y en a qui ont cette C'est impression. horrible comme sensation. Patrick, Oui, Jean-Paul. sur la zone de pavé numéro 2. En tête donc le groupe Madio. À 25 secondes, Marc Sergent. Et ensuite le groupe Fignon à 50 secondes. Bien reçu? Bien reçu. Ça veut dire que tout va se jouer maintenant. Zone pavée numéro 2. Donc nous sommes à 16 km de l'arrivée. À 16 km de l'arrivée, 50 secondes de retard pour le groupe Fignon. C'est maintenant qu'il faut se décider Il à n'a rouler, plus que Robert. 5 minutes pour réagir, lui et ceux qui l'accompagnent. Dans 5 minutes, il sera trop tard. Dès que la minute sera passée, et le voilà Laurent, très Acrobate. souple, très facile dans sa direction, dans son pilotage. Alors tout à l'heure, il a essayé de rentrer seul. Et là maintenant, avec Van Persie, qui n'a aucune raison de rouler car il protège le contre de Sergent, eh bien Laurent s'en remet en quelque sorte à l'attitude globale groupée de cette formation. Et pourtant, il y va, il tente ses dernières chances là. Mais il a toujours un Panasonic dans la roue. Tout à l'heure, c'était Danens, maintenant, c'est Van Persie. Voilà, on a pris large là aussi. Redon qui accuse un peu la fatigue et qui ferme la marche dans ce groupe. Oui. Oui, Patrick? Il n'aura Oui, pas pu Thierry. reprendre les roues. Oui, dans ce secteur pavé numéro 2, eh bien c'est Philippe Louviot, lui aussi, qui fait ses efforts de tout à l'heure. Il est maintenant largement distancé par le groupe Fignon. Eh bien, le pauvre Louviot que nous avons vu tout à l'heure en tête de cette course, eh bien, il n'était pas en tête, il était en train de contrer. Mais c'était une belle image quand même et ça méritait de vous montrer ce maillot de champion de France qui luttait. À l'image de Laurent Fignon, qui sait qu'il connaît bien la course et qui sait que si devant ce groupe-là, il n'y a pas des garçons qui se décident, s'il n'y a pas Jalabert, Bauer surtout qui a encore beaucoup de force, s'il n'y a pas Duclos-Lassalle, Vermotte peut-être, ou même Danens, si ces coureurs-là ne se décident pas, eh bien, il sera trop tard et il ne pourra plus rentrer, Laurent Fignon, sur le groupe des 6 de tête, Redon, Madio, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. Mais Laurent fléchit un peu là, il ne revient pas immédiatement dans les roues des premiers, tandis que Talen et Ballerini tentent une autre contre-attaque pour se dégager encore de ce groupe des 6. Ballerini avec une facilité incroyable. Ballerini nous a impressionné comme ça tout le long du Tour des Flandres, mais il a été piégé néanmoins par le démarrage de Van Hooydonk. Van Hooydonk qu'on ne trouve pas dans ce groupe de 6 à l'avant. C'est assez surprenant, encore que l'histoire nous apprenne, si on prend les résultats de l'an passé notamment, qu'un coureur premier du Tour des Flandres, ou dans les premiers du Tour des Flandres, l'an passé on n'en a pas retrouvé dans Paris-Roubaix. Mais enfin, nous n'en tirons pas de grandes conséquences. Ça éclate devant Jean-Paul. Avec Bravo, Marc Patrick. Madio, ça En éclate attendant, devant. c'est Marc. Hein. Je suis sur le secteur pavé numéro 2, immédiatement derrière Marc Laurent tout seul. Fignon, qui a beaucoup de difficultés à suivre le train imposé par son groupe. Madio est parti, Marc Madio est Je parti. vous l'avais dit, il avait 10 minutes. Madio, c'est parti là dans un grand développement, très puissant Marc. Est-il Formidable. dans cet état de grâce, comme il nous disait encore hier, de 1985? Madio est parti un peu plus loin qu'en 85. Il est seul à la sortie de la zone 2 des pavés. Il y a exactement 250 km que nous sommes partis, 251 également. Il reste 15 km. Madio est parti, ils sont 5 derrière à pouvoir le contrer. L'hélicoptère va peut-être nous proposer un plan qui nous permettra de mesurer l'écart entre Madio et ses poursuivants qui sont Redon, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. C'est fait, Madio est parti, un Seul contre de Ballerini. Ballerini. Quel beau final si Ballerini rentre sur Madio. C'était les deux hommes forts du Tour des Flandres, on les retrouve. Ah, derrière, ça va fléchir nettement. Talen a loupé la commande. De Klerk et Redon. De Klerk maintenant après Redon. Fini les espoirs de l'équipe Lotto.
Mais Marc Madiot s'envole et on pouvait prévoir qu'il n'avait pas d'autre solution d'abord, mais qu'il avait su accumuler toutes les réserves pour faire ça. C'est un exploit extraordinaire et j'emploie très peu le mot que réalise actuellement Marc Madiot. Formidable, Marc. Marc Madiot, seul en tête de Paris-Roubaix. Marc Madiot en tête à 15 km de l'arrivée, un peu moins maintenant même. Derrière lui, attention, est lancé Ballerini. Ballerini époustouflant dans le Tour des Flandres, seulement piégé par Van Hooijdonk. Marc Madiot se retourne, il sait que Ballerini n'est pas loin, mais il donne tout, Marc. Et il semble facile, il semble bien. On va vivre un final extraordinaire. Marc ne peut pas se permettre le retour de Ballerini, sans doute plus rapide que lui au sprint. Encore que je le répète, c'est à égalité de puissance de réserve que l'on jugera les hommes sur la piste. Mais Marc a tout intérêt quand même à empêcher ce retour de Ballerini. Robert, pour vivre ce final, nous pensions ne plus vous proposer de petites interviews en incrustation dans l'écran, mais là on ne peut surtout pas s'en priver. Hier, bien sûr, Madiot a été un des interlocuteurs de l'équipe d'Antenne 2. On va retrouver Madiot à l'image, en plein effort, et on retrouve Madiot en interview. Première question, Madiot, Marc, on vous sent en plein retour. Ça c'est vous qui le dites. C'est pour cette course, vous l'aimez cette course, non, quand même? J'aime, je sais pas si j'aime, disons que c'est une course où j'ai plutôt souvent connu la réussite, donc à partir de là on est obligé de se sentir obligé de revenir sur le passé, je dirais. Qu'est-ce qui inquiète quand on prend le départ de cette course, même avec un bon palmarès sur la course? Il y a toujours un truc qui fait peur davantage. Non, je viens ici sans peur, sans reproche, sans rien, je suis prêt, point. Je suis venu ici pour faire la course, si tout se passe bien, je pense que je pourrais être dans le final, après le reste... Eh ben Marc, le reste il est là, il est en train de se passer avec cette meute de moto là. Vous voyez Jean-François Pécheux devant qui fait signe avancez messieurs, avancez. Marc Madiot arrive comme un boulet derrière vous. Madiot avec Ballerini derrière lui. Si la caméra peut se retourner, ne serait-ce que peut-être, allez soyons chauvins l'espace d'un instant pour nous rassurer. Ballerini est-il rentré, est-il là? L'hélicoptère va peut-être élargir son plan. Marc se retourne, on aimerait se retourner également. Madiot qui relance et qui traverse l'autoroute. On va arriver au bout de cette longue ligne droite, au panneau des 10 km. Ce sont les routes peintes là. La peinture a disparu il y a 2 ans. On se souvient que l'artiste du Nord avait peint les routes. Il a déjà mangé beaucoup de poussière, remarque, mais maintenant le voilà condamné à avaler les vapeurs d'essence. Regardez, Marc a fait le comme on peut. Oh là, Ballerini, où est-il Ballerini? Il y a 300 mètres d'écart. C'est bien Marc, c'est bien. Et là on va se retrouver après dans le village de Chéran, avec un virage à droite et une longue ligne droite, attention, une longue ligne droite en bitume sur laquelle on ira arriver 10 km. Ballerini sait qu'il doit rentrer sur Marc Madiot avant d'atteindre les 3 derniers kilomètres, car dans un rôle de poursuiteur, Marc sera invincible, on en est sûr. Une il est survolté là. Il va vite Ballerini, il va très vite aussi, très puissant, qu'il emmène gros Ballerini. C'est un beau match d'athlète. Hein. Oh, il est en train de piocher là, mais il est tellement gros que c'est efficace. On l'a vu mettre une dent de moins à l'arrière. Oh là là, quelle puissance Ballerini. Avec 20 secondes, 21 secondes, nous annoncent nos amis de Hewlett Packard, entre Madiot et Ballerini. Ah oui, il y a un bel écart là, alors qu'on rentre dans Chéran. Malgré l'avantage qui vient d'arriver à Ballerini, c'est-à-dire le point de mire sur de longues lignes droites que vous signaliez, Ballerini ne reprend plus rien à Madiot. On est là à Chéran. Alors qu'on nous appelle Thierry peut-être. Non, c'est Jean-Paul. 25 secondes entre Ballerini et Madiot, 40 secondes au groupe Peters. Peters, c'est deux de ses coéquipiers. Ensuite, 50 secondes avec, il me semble, Redon. Et il y aura derrière Sergent, donc, qui va se trouver à 1 minute. Alors c'est étonnant de se souvenir de ce qui se passait à la semaine dernière à cette heure-ci à peu près, 2 heures plus tard à peine, dans Stade 2, en direct du Tour des Flandres de l'arrivée. Eh bien nous étions aux côtés de Madiot et nous parlions de cette renaissance et on lui donnait rendez-vous dans Paris-Roubaix. On lui disait Marc, la semaine prochaine Antenne 2 sera en direct dans Paris-Roubaix, rendez-vous la semaine prochaine. Et Marc dans un sourire nous avait dit je serai là. Eh bien il est là Marc, dans le final de Paris-Roubaix. On va apercevoir le panneau indiquant les 10 derniers kilomètres dans quelques hectomètres. Et la Marc va donner tout ce qu'il a dans son rôle un peu plus fin, enregistre tout de puissance, mais plus fin tout de même que Ballerini, oui. Ce qui va peut-être lui donner plus d'efficacité dans le final. Mais quel match athlétique entre les deux, c'est une poursuite splendide, avec des moyens un peu différents, mais chez Marc on retrouve un peu l'école de Vlaming. Ça n'est pas l'école parce que
De Vlaminck n'a jamais été son professeur, mais c'était le style de Vlaminck. Et si Marc doit son aisance, sa vélocité, sa pratique de la bicyclette à ce point-là, qu'il a atteint ce point, c'est parce qu'il a pratiqué beaucoup le cyclocross, comme de Vlaminck. Longue ligne droite dont je vous parlais tout à l'heure avec le panneau des 10 km au bout. Ensuite, on tournera à gauche dans la direction de M que vous connaissez bien. C'est ce fameux final de Paris-Roubaix qu'on retrouve chaque année. Marc tout en puissance, il semble facile, il est bien. Il a le faciès du coureur qui est à l'aise, assez loin de son guidon tout de même. Il n'est pas encore complètement arc-bouté, il ne pédale pas trop avec les épaules. Je suis sûr que Gérard Rolls, qui roule beaucoup autour de Longchamp actuellement, apprécie en connaisseur. Regardez, comme après plus de 200 km, Marc parvient, après 260 km, Marc parvient à rester en souplesse comme ça. Ballerini lui pioche beaucoup plus, regardez ses épaules, elles bougent beaucoup plus et il perd peut-être en efficacité. Alors que Marc maintenant donne tout ce qu'il a et se met à pédaler un peu avec les oreilles également. Ça ne paraît pas, mais c'est un très léger faux plat sur cette route qui n'en finit pas de la ligne droite. Elles étaient assez rares pour qu'on puisse la signaler, celle-là. Et Ballerini va perdre l'une de ses dernières chances de rejoindre Madio grâce au point de mire. Arrivé 10 km. Voilà, 10 km avec cette souplesse des bras que vous aurez remarqué également chez Marc, qui est peut-être plus importante que chez Ballerini avec son coude qui sort un peu à l'extérieur. Ballerini se retourne et il commence à plus y croire, Ballerini. Ouais. Il navigue un peu. Allez, c'est du 60% maintenant pour Marc Madio avec la voiture RMO qui passe et qui va justement renseigner Marc. Et Dieu sait combien c'est important. Il est en train de coincer Ballerini là. Oui, il est en train de douter. Tout à coup, il a craqué moralement surtout, je crois. Et là, on lui donne une information qui va peut-être lui redonner le moral et le relancer. Regardez la différence. Merci à Régis Forestier de nous proposer la différence de style entre les deux hommes. Les bras très décontractés de Marc Madio, un peu plus rigide côté Ballerini. Et puis ce pied qui tombe bien, ça c'est la cheville très fine et le mollet très en longueur de Madio. Ça c'est une caractéristique qu'on lui connaît. Il est beau sur un vélo, Marc. Oh là, il pioche complètement Ballerini. Il est en train de réussir un numéro, Madio, époustouflant. Il a fait beaucoup d'efforts auparavant, Ballerini, qu'il paie maintenant. C'est normal, il voulait gagner Paris-Roubaix. Madio a tout joué sur l'échappée des 6. Sachant qu'il était l'un des plus forts et quand il a tenté sa chance, personne n'a pu lui répliquer. Alors on arrivera tout à l'heure sur la dernière zone de pavés. Il y aura une bande de roulement au départ qui va permettre à Marc d'éviter les pavés et d'éviter les accidents. Et puis ensuite, eh bien, ça devient très roulant et d'un seul coup très mauvais. Oui, Jean-Paul. Patrick Chen. Je vous écoute, Jean-Paul. À 10 km de l'arrivée, panneau des 10 km, Marc Madio possède 35 secondes d'avance sur Ballerini. 35. Merci, information ponctuée par nos amis de HP. Et des applaudissements ici du public de Roubaix qui entend nos informations. Madio lancé donc à la poursuite d'un deuxième succès dans Paris-Roubaix. Ce qui serait bien entendu historique. Le public là est emballé et voit sur le grand écran disposé par Antenne 2 et la Société du Tour de France sur le Vélodrome. Il suit sur le grand écran l'exploit de Marc avec cette bande de roulement dont je vous parlais qui lui permet d'éviter les pavés dans cette zone numéro 1. Dernière tranche pavée. Mais ensuite ça devient très mauvais. Hein. Là il y a une bande de roulement mais ensuite c'est beaucoup moins roulant et Marc va être obligé d'affronter. Il ne sent plus rien la Marc. Oh là, il est en train de voltiger. Il a dépassé sa souffrance. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser. Ah, on le sentait revenir depuis qu'il a signé dans l'équipe RMO. Là, il se sentait des ailes. Et Marc, eh bien, est en train... Enfin, on ne veut surtout pas lui porter la poisse. Hein, mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Dans moins de 2 km, on saura s'il a définitivement gagné parce que tout est possible sur les 10 derniers. Il a 38 secondes d'avance. Alors il m'étonnerait que Ballerini retrouve tout à coup des ressources qu'il semble avoir éparpillées un peu partout. Mais Madio, au contraire, de plus en plus fort sur le vélo. Alors un doublé français dans Paris-Roubaix, ce serait tout simplement historique parce que c'est vrai que c'est arrivé, Pélissier notamment l'avait emporté en 21, il l'avait déjà emporté en 19. Mais depuis 1921, bah oui 1921 c'est une date qui m'est chère, c'est l'année de naissance de mon père. Voilà, vous savez tout. 1921 donc c'était Pélissier pour la deuxième année comme en 1919, mais depuis 21 jamais un Français n'a remporté Paris-Roubaix 2 fois. Rendez-vous compte, Marc Madio rentrerait dans l'histoire d'une manière plus intense encore qu'il ne le fit en 85 lorsqu'il l'emporta
ici même à Roubaix. Nous vous montrions cet extrait Ça y est. dans le journal de 20h hier soir. Mais je pense que, enfin, ne disons pas c'est fait. Allez, restons. Mais il y a tellement de chances là que Marc remporte Paris-Roubaix. Et hier soir, dans le journal d'Henri On a Sagnier, le sentiment qu'il va être rejoint Valérie. nous proposions un sujet justement. On a discuté avec Henri au téléphone l'après-midi après le spécial vélo. Et on lui disait, on va quand même faire un sujet sur la chance des Français, car cette année, je sens que ça va être les Français. Et Henri Sagnier dit, allez, allons-y, de toute façon, les Français, cette année, ils sont costauds. Et c'est vrai, il pensait peut-être plus à son camarade voisin Gaillan, puisqu'il est originaire de la même région qu'Henri. Mais c'est Madio là, qui va réaliser l'exploit, alors que derrière, on se réveille peut-être un peu tard. Oui, mais chacun était coincé par la course d'équipe et les deux lotos, les deux maillots roses, Leclerc en particulier, sont en train de payer tout ça. Madio, conseillé là par l'ami Christian Rumeau, qui doit vivre un de ses plus beaux moments de sa carrière. Rumeau qui a été longtemps l'adjoint du vicomte de Grimaldi et qui est ici donc dans la voiture RMO, puisqu'il est l'adjoint de Bruno Roussel, le nouveau directeur sportif. Et ça fera peut-être pas trop un pincement au cœur à Valais, car l'an dernier Valais était directeur sportif de RMO, mais il n'avait pas Madio sous sa coupe. Marc qui a donc rejoint cette équipe RMO et puis ça se passe merveilleusement bien. Yvon a déjà été vainqueur, son frère, cette saison, du côté de Cannes en début de saison. Et là, c'est Marc qui est en train de réaliser un exploit monumental. Et croyez-moi, dans ce vélodrome de Roubaix, archi comble, il va y avoir une ovation digne de ce nom si Marc parvient. Il a un coup de barre là. Il va avaler le papier avec. Là. Ouais, il a un coup de barre. Il s'aperçoit d'un seul coup qu'il pourrait être victime d'un coup de fringale, à moins de 5 km de l'arrivée. Ça serait terrible. Et là, il n'y a aucun doute. Oh là là. Voilà, il a réduit le développement. Il repart. Racontez-moi, Robert, une fringale. Moi, j'en ai vécu des toutes petites, hein, à notre petit niveau. Mais une fringale, généralement, on se sent tellement bien juste avant. C'est peut-être ce qui vient de se passer. C'est qu'on est un peu euphorique et d'un seul coup, c'est le coup de Il n'a pas pensé à manger, mais comme dans son état actuellement, il mangerait les betteraves au bord de la route. Mangerait de l'herbe, comme j'ai vu certains coureurs le faire. Il est en train de se relancer, Marc. Ceux qui font du vélo se rendent compte, et tous les coureurs, tous les anciens coureurs se rendent compte de ce qu'il est en train d'endurer. Marc souffre là, il va au-delà de lui-même. C'est terrible qu'il est en train de vivre, mais pour gagner Paris-Roubaix, il ira au-delà de toutes ses forces. Jean-Paul. Surhumain, comme effet. Oui, Thierry. Non, c'est Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Je viens de faire un écart, donc le dernier écart dans la zone pavée numéro 1. Eh bien, Madio possède 1 minute et 10 secondes sur Valérie. Oui, c'était visible à l'image. Merci pour ces précisions, Jean-Paul. C'est vrai que Marc était en train de voltiger et l'information là est répandue maintenant dans le vélodrome et le public réagit comme il se doit. Ça va être une ovation extraordinaire pour Marc Madio. Écoutez, vous entendez peut-être avec nous ce public de Roubaix, on se croirait dans une salle de basket. Et c'est extraordinaire de voir tant de monde se déplacer pour suivre l'arrivée d'une course cycliste. Ça prouve combien le cyclisme est une discipline en plein essor actuellement. Ballerini, coup de pompe, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Aucun des deux n'est épargné pour le moment. Mais c'est tellement splendide, c'est tellement unique comme match, enfin unique. Dans l'histoire de Paris-Roubaix, il y a eu de merveilleux exploits accomplis. Mais là, c'est une poursuite tellement délicate entre les deux hommes engagés à fond sur les 20 derniers kilomètres qu'ils ont négligé les autres. Et à 5 km de l'arrivée, Ballerini doit maintenant savoir qu'il ne sera pas premier et qu'il lui faut absolument au moins sauver la face avec la deuxième place. Les 5 plus longs, les 5 plus beaux kilomètres pour Marc Madio, lancé seul maintenant à l'assaut de Roubaix. Moins de 4 km à accomplir pour Madio. Marc est fatigué, il est cuit, il a mal partout, c'est évident, tous ses muscles le font souffrir, mais il donne tout ce qu'il a, porté maintenant par la foule qui a pris place à plus de 5 km de l'arrivée, vous le voyez. Et soyez très attentifs à l'accueil qui va être celui que réservera le public de Roubaix à Madio. Ça va être un des grands moments de notre saison sportive. Les bras sont bien détendus, il a une facilité encore. Tout ça aussi, c'est un travail, c'est le fruit d'un travail de musculation, de culture physique, de vie saine. Et la lucidité pour changer, voilà, virage à gauche. Oh, c'est fait maintenant de toute façon. Dans M. Il ne peut plus lui arriver grand chose à Marc. C'est superbe ce qu'il est en train de faire. Lannoy. On tournera à gauche au fond du village là-bas. Avec ce fameux virage hanté dont nous parlons chaque fois que nous passons devant avec Robert, avec un fleuriste au bout de la ligne droite. Et on se dit bien qu'un jour un coureur ira atterrir dans les fleurs.
dans un manque de lucidité de fin de course, car ce fleuriste est passé, mais alors exactement où il ne faut pas, et peut vraiment poser des problèmes à un coureur qui manquerait son virage. S'il vous écoute, il va être inquiet de savoir qu'il représente autant de danger. Et nous, avec Yvon Moulin comme pilote, on ne risque rien quand on passe devant ce fleuriste. On sait qu'il ne nous emmènera pas dans la vitrine. Madio, lancé donc dans les rues de Lannoy. Tout au bout là-bas, on tournera à gauche. Et ensuite, ironie de l'histoire, il y a des pavés. Les zones pavées sont terminées, mais dans Lannoy, à la fin de la traversée de Lannoy, on retrouve des pavés. Comme s'il n'y en avait pas assez sur ce Paris-Roubaix. Comme si Albert Bouvet avait demandé au service de la ville d'en rajouter un petit peu. Comme ça, juste pour se faire plaisir. Il n'y a même plus de suspense, c'est terrible. Non mais il a gardé toute sa lucidité en plus, Marc. Il n'a pas repris les grands développements. C'est tout à fait ce qui lui convient là. Voilà Marc dans Lannoy. Là, il en a remis un peu. Il est très bien, là, il est facile. Il donne tout ce qu'il a pour s'assurer. Alors qu'il a un casque à boudin, vous aurez remarqué, avec cette discussion sur les casques. Et dans quelques jours, les coureurs pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà, vous allez voir le fleuriste au fond là-bas. On va y arriver tout à l'heure. Regardez. Vous voyez, là, il ne faut pas aller tout droit. Il y a un virage en T là-bas. Et il ne faudra pas se tromper. Il va falloir tourner à droite pour retrouver des pavés. Voilà, le fleuriste, il est là au fond, vous voyez. Le voilà, le fleuriste. Passer par la cuisine, c'est Voilà. plus court. Oh, et derrière, ça Ballerini rejoint. Oui, Ballerini, merci Régis Forestier de nous montrer la moto numéro 2. Alors que Madio, lui, part vers la victoire. Il va retrouver des pavés ici. Voilà, ces pavés dont nous vous parlions. Et ensuite, après ces immeubles et ces usines, on découvrira la Flamme Rouge. Le dernier kilomètre, le kilomètre de bonheur pour Marc. Attention, voilà, il faut être prudent. Les coureurs qui ont eu la chance de gagner Paris-Roubaix et tous ceux qui ont remporté Paris-Roubaix depuis 85 qui étaient au départ, sauf ce pauvre Sean Kelly que nous saluons, eh bien les coureurs disent on ne peut pas imaginer ce que l'on ressent quand on rentre tout seul dans le Vélodrome, alors que vous avez vu là Jean-Claude Colotti qui va encore faire une très belle place d'honneur sur Paris-Roubaix. Oh que c'est dur. Oui, c'est dur. C'est vrai qu'on s'intéresse. On s'en souviendra de son finale de Paris-Roubaix. On s'intéresse plus à ce qui se passe devant et à Marc qui a la bagarre pour la deuxième place. C'est là aussi le lot du cyclisme. On ne retient souvent que le nom des vainqueurs. Mais on surveillera Colotti. Fin de la dernière zone pavée. On va monter à gauche dans le village. Voilà, la montée, c'est la dernière difficulté, Marc. Il faut en mettre un petit peu dans cette montée. Ensuite, c'est le boulevard pour la gloire. Le Vélodrome qui est là derrière ce pâté de maison, tout proche maintenant, Marc. Ah, personne ne tient plus en place à côté de nous. On a toujours à craindre quelque chose alors. Et c'est la flamme que va découvrir Marc dans quelques instants. La voici, la flamme rouge du dernier kilomètre. Voilà, ça c'est le kilomètre du bonheur. Ça n'appartient qu'à lui. Il sait qu'il va remporter Paris-Roubaix pour la deuxième fois, signant là un exploit parfaitement historique. Le seul Français depuis 1921 à réussir cette fabuleuse performance. Ce moment lui appartient, il doit en jouir, même s'il souffre de tous les muscles de son corps. Ce qu'il est en train de réaliser est époustouflant. 266 km 500 et au bout le bonheur. On va encore faire le tour du pâté de cette maison alors que Colotti est là en troisième position. On suivra bien sûr avec beaucoup d'intérêt le sprint pour la deuxième place. Fin du premier secteur, c'est fait pour Marc. Sauf énorme incident, énorme surprise, c'est fait. Il faut du culot et de la classe pour faire ce qu'a réalisé aujourd'hui Marc Madio. On s'intéressera bien sûr à Colotti après pour la deuxième place. Pour l'instant, on va suivre Madio qui va s'offrir un tour d'honneur extraordinaire. Ah, il a un retour. Voilà. Ça, c'est la longue ligne droite avec les arbres. À droite, il va rentrer à droite. Ne te trompe pas, Marc, c'est à droite au bout. Oh là là, ce qu'il doit ressentir, Madio. C'est formidable. Regardez. Est-ce qu'il va s'offrir un petit coin de toilette pour la photo? Ah, ça fait il n'a pas besoin. Ah, il a une belle gueule. Besoin d'aucun artifice. On peut dire qu'il a une belle gueule. Voilà, il rentre à droite, Marc. Regardez, écoutez, écoutez. Écoutez le public de Roubaix. Écoutez ça.
Oh, quand le cyclisme devient comme ça, en communion avec son public, on se croirait dans l'Alpe d'Huez. Écoutez le public de Roubaix accueillir Marc Madiot, le voici, écoutez. Sur la piste. Le voici. Phénoménal moment. Écoutez le public de Roubaix debout. C'est exceptionnel ce qui se passe ici. Encore un tour pour Marc Madiot. Des milliers de personnes massées dans le vélodrome de Roubaix pour assister à la victoire de Marc Madiot. Il lui reste un tour. Regardez le geste de Marc, vengeur, gagneur. Peut-être va-t-il croiser Colotti et les autres là-bas à la fin de son premier tour. Le public qui scande Madiot, un des grands moments de l'histoire du cyclisme français. Écoutez ce public. Fini à 60 à l'heure, c'est prodigieux. Madiot, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois. Le seul Français à avoir réussi pareil exploit depuis 1921, depuis 70 ans. Vainqueur du 89e Paris-Roubaix, vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation. Marc Madiot.